Et on va repartir directement en France. Nous avons notre ami François Roberge qui nous a préparé un super gâteau. Oui, tout un gâteau. Alors, pendant que le Parti démocrate aux États-Unis a réglé un gros problème, ben le gouvernement français doit en régler un aussi, trouver un premier ministre. Et là, il y a un nom qui est sorti cette semaine du côté du Nouveau Front populaire, un nom concerté de prime abord, Lucie Castet. Alors, au lieu de vous en parler, ben, j'ai interrogé un ex-invité de Radio Centre-Ville qui lui-même est un élu français, membre du Nouveau Front populaire et membre de la gauche républicaine et socialiste. Vous allez entendre l'entrevue que j'ai fait hier, une entrevue avec lui que j'ai fait hier avec sa commune de Bezons, dans le Val-d'Oise. Je vais poser la question, pourquoi ce choix? Qui est cette femme? Et voici ce que ça donne. Toujours à Radio Centre-Ville, le 102.3 fmradiocentreville.com. Ça bouge en France, on est en pleine période olympique, en pleine période sportive, mais la politique est aussi un sport, voire un sport extrême. Et il y en a un qui le pratique assidûment, il s'appelle Frédéric Farafel. Il est conseiller municipal et communautaire de la ville de Bezons, dans le Val-d'Oise, en région francilienne, mais surtout membre de la direction nationale de la gauche républicaine et socialiste, membre du Nouveau Front populaire et qui attend, comme tout le monde, en tant que Français, mais en tant que militant, l'arrivée d'un premier ministre ou d'une première ministre. Il a accepté notre invitation, d'autant plus que le nom de Lucie Castet circule dans sa propre famille politique. Et il a accepté notre invitation. Frédéric, bonjour et bienvenue à Radio Centre-Ville. Oui, bonjour François, ça faisait longtemps, heureux d'être parmi vous. Ben, ça nous fait un grand plaisir. Alors, partons du début. Donc, ça négocie fort dans ta famille politique. Lucie Castet est le nom qui est sorti en début de semaine. Qui est cette femme, au fait? Lucie Castet, c'est la directrice des affaires financières de la ville de Paris. Et elle a un parcours de haut fonctionnaire assez emblématique, à la fois sur les missions de l'État et des collectivités territoriales. Elle a fait l'ENA, ce que certains d'ailleurs vont lui reprocher, et elle a travaillé au ministère des Finances, notamment à Tracfin, qui est la cellule, le service du ministère des Finances français, qui lutte contre l'évasion fiscale. Voilà, donc ça c'est son parcours professionnel. Elle a donc un profil de haut fonctionnaire, ce qui peut rassurer certains milieux tout de même. Et c'est une femme de gauche. Il y a nombreuses années, elle a pris sa carte au Parti socialiste. Je ne pense pas qu'elle soit encore adhérente de ce parti, mais surtout, elle s'est fait un nom dans les milieux associatifs et militants plus récemment, dans les 2-3 dernières années, en animant le collectif Nos Services Publics, qui est un collectif de jeunes fonctionnaires engagés qui se battent contre le dépérissement des services publics français, qui sont en train d'atteindre un état de délitement important, faute d'investissement suffisant, dirons-nous, à différents niveaux. Voilà. Pourquoi le Nouveau Front populaire la propose? Pourquoi l'aimez-vous? Et en fait, j'ai même envie de te poser aussi exactement la question. Pourquoi toi, Frédéric, tu l'appuies? Il se trouve que moi, je la connais, alors pas, je ne suis pas un intime de Lucie Castet, mais j'ai eu l'occasion dans mon parcours professionnel d'avoir quelques échanges rapides avec elle. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, en lien avec son profil professionnel. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'elle soit engagée à gauche et qu'elle ait un esprit très politique. D'ailleurs, ses premiers passages dans les médias ont été de ce côté-là plutôt satisfaisants. Et puis, je pense qu'elle porte quelque chose d'extrêmement important, c'est justement le retour de l'État et des services publics. On a été dans un pays où, comme dans beaucoup de démocraties occidentales, on a taillé dans les budgets un peu à tort et à travers, sans plus se rendre compte qu'à la fin, finalement, l'État qui représente l'intérêt général, qui nous représente tous, finissait par ne plus pouvoir même agir et mettre en œuvre la moindre petite réforme parce qu'il s'était désarmé lui-même. Donc il y a vraiment la volonté d'avoir, autant dans les collectivités territoriales que dans les administrations centrales, enfin les moyens de travailler, de faire ce sur quoi on attend l'État, que ce soit
la société civile, les acteurs économiques ou les citoyens en général. Parce que là, effectivement, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de déliquescence avancée. Donc, je pense que là-dessus, c'est quelque chose qui est très important. Elle avait notamment été auditionnée au Sénat l'année dernière quand il y avait eu la commission d'enquête sur les cabinets de conseil et sur le rôle des cabinets de conseil au niveau de l'État. Et elle a fait la démonstration, qui est reprise dans le rapport de cette commission d'enquête, sur le fait que l'État s'était tellement déshabillé de ses compétences et de ses savoir-faire qu'aujourd'hui, il avait recours à des cabinets de conseil, certains qu'on connaît très, très bien à l'international, que ce soit Ernst & Young ou d'autres encore, qui lui revendaient la même soupe, quel que soit le pays et quel que soit le sujet proposé, pour des dépenses finalement qui coûtaient plus cher que des postes de hauts fonctionnaires compétents qu'on aurait pu, utiliser à leur place pour un résultat sans doute plus pertinent. Alors déjà, on tape son nom dans Google et les médias en parlent déjà beaucoup. Le Monde annonce aujourd'hui qu'elle fait déjà son premier déplacement aujourd'hui samedi à Roubaix et qu'une des premières mesures qu'elle voudrait apporter, c'est de finalement reporter la mise en œuvre de la réforme à 64 ans. Est-ce que c'est possible de revenir sur cette décision macroniste? Bien sûr, il suffit d'un vote du Parlement. Il suffit d'un vote du Parlement et je pense qu'aujourd'hui, dans l'Assemblée nationale française, il y a une majorité pour cela. Voilà. Et ça ne veut pas dire... Enfin oui, on sait d'ailleurs très bien où elle est à gauche, elle est en partie au centre. Certains macronistes qui commencent un tout petit peu à se repentir, mais aussi on l'avait vu avec des... personnalités politiques comme Charles de Courson, qui est un homme de droite, mais qui avait lui aussi mené le combat contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Et bien entendu, on sait que le Rassemblement national, donc l'extrême droite, y est opposé. Ça ne veut pas dire que la majorité de gouvernement se ferait avec l'extrême droite. Mais ça, les Français vont devoir apprendre quelque chose qu'ils ont perdu en termes de culture politique depuis 1958 ou 1962, c'est comment dire, les jeux parlementaires et peut-être aussi des majorités à géométrie variable que notre système politique avait fait oublier. Brièvement, Frédéric, qui dit Lucie Castès, si jamais elle est première ministre, dit ciao Gabriel Attal après un peu plus de 6 mois en tant que premier ministre. Brièvement, ton analyse du gouvernement Attal depuis janvier, c'est quoi? Ça n'a pas été grand-chose. C'est-à-dire qu'on a eu en réalité une gestion des affaires courantes. Tu me diras, finalement, la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui n'est pas tellement différente, puisque là, on leur a demandé de gérer les affaires courantes. Mais depuis que Gabriel Attal est Premier ministre, on ne peut pas dire qu'il ait lancé grand-chose. Et on ne peut pas dire qu'il ait fait grand-chose. Tout avait déjà été voté et décidé avant. La seule chose qu'il avait mis en route, c'était un durcissement supplémentaire du fonctionnement de l'assurance chômage. Et même ça, ils ont été obligés de le reporter parce que Macron leur a tiré le tapis sous les pieds avec la dissolution. Voilà. Alors, nouveau premier ministre ou nouvelle première ministre après les Jeux olympiques, ça reste à voir. Est-ce que la situation va se stabiliser? Je termine, Frédéric, avec un petit clin d'œil. De l'autre côté des Alpes, pendant ce temps, à peu près au même moment, Giorgia Meloni aura réussi 2 années de gouvernement sans embûche. C'est tout de même incroyable. L'Italie, c'est une moyenne de 10 mois, 12 mois max de gouvernement. Est-ce que soudainement, un scénario italien pourrait arriver en France? Est-ce que Rome pourrait devenir la nouvelle capitale française et on n'est pas au courant ou quoi? Non, Rome ne va pas devenir la nouvelle capitale française. Alors, il y a des politologues en Europe qui expliquent que l'Italie a souvent servi de laboratoire d'expérimentation politique sur ce qui allait se passer plus tard en Europe. Je ne sais pas si ça peut être généralisable, mais la réalité, c'est qu'on vit depuis longtemps une crise politique et une crise démocratique dans l'ensemble des démocraties occidentales. On voit bien le climat actuel qu'il y a aux États-Unis. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais on a les mêmes phénomènes avec des cultures politiques et des histoires politiques très différentes en Europe également. Et on a l'ensemble de nos systèmes politiques qui sont issus de la libération et de la Seconde Guerre mondiale,
commence quand même sérieusement à vaciller sous le coup d'une fatigue démocratique, mais fatigue démocratique surtout qui est due à des interrogations profondes sur l'efficacité de l'État et de l'action publique, à cause de la mondialisation, à cause de la construction européenne, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on vit en France, finalement, c'est l'aboutissement de cette crise politique et démocratique qui fait que nos systèmes électoraux et nos systèmes partisans ne sont sans doute plus adaptés à la situation et il va falloir réapprendre à la négociation parlementaire, au fait de construire des majorités et plus être dans un monde finalement très, très britannique, ce qui était finalement d'une certaine manière le modèle à contre-emploi qu'on avait en France avec le scrutin majoritaire à 2 tours. Hein. Vous connaissez ça bien, vous, au Québec et au Canada, c'est le scrutin majoritaire carrément à 1 tour comme en Grande-Bretagne. Nous, on avait cette exception de l'Europe continentale d'avoir un scrutin majoritaire qui faisait qu'on était censé avoir des majorités absolues quasiment automatiques. On se rend compte que ce scrutin majoritaire ne garantit pas ces majorités automatiques et qu'aujourd'hui, on a perdu cette habitude de discuter et de négocier. Le fait qu'on arrive à des résultats quasiment proportionnels avec un scrutin majoritaire à 2 tours montre bien à quel point notre système dysfonctionne. Voilà. Frédéric Fairfeld en duplex avec Beson. Merci beaucoup pour l'entretien. Je te souhaite une trêve olympique tranquille avant tes prochains Jeux olympiques politiques qui recommencent le 12 août. Merci beaucoup pour l'entretien. Merci à toi. Dans l'absolu, il faudrait quand même qu'on ait un vrai gouvernement. Cette histoire de trêve olympique, c'est quand même une grosse arnaque. Bon, je m'arrêterai là. Voilà. Bon courage. Et pour cet automne, je ne te souhaite pas d'élection, je te souhaite une trêve électorale. Il me semble que vous avez tellement voté cette année. Une petite trêve, ça ferait du bien. Voilà. Ouais, on a d'autres élections à préparer pour plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Merci François, à bientôt. Merci. Eh oui, l'actualité en France, depuis 20 jours déjà, que les élections sont passées, on n'a pas encore de Premier ministre là-bas. Donc, voilà, une entrevue très très intéressante de François Roberge.